Bonjour et bonsoir. Salut. Je suis à vous avec 1 minute de retard. Bonjour, bonsoir. Il est 10 heures du soir en Iran, 8h30 en Turquie, et je ne sais pas si vous nous suivez du Canada peut-être, de l'Europe, mais bon, là où je suis, il est 8h30 et en Iran, je sais qu'il est 10 heures du soir. Et je vous dis salut et bonsoir. Je suis à vous avec la 4e séance du direct à Le Palais des Solitudes. بچه های مبتدی هایلایت راهنما برای شماست. این لایو برای بچه های مبتدی خوب نیستش، بهتون پیشنهاد نمی کنم این لایو رو ببینید اگه مبتدی هستن. هایلایت راهنما رو ببینیم، درش توضیح دیدیم، اگه سوالی داشتین دایرکت. Alors, je ne vais pas parler personne lors de ce live, donc ce direct. این لایو اصلا قرار نیست فارسی صحبت بشه بچه، این آخرین جمله من به فارسیه در این لایو. Est-ce que vous m'entendez? Il y a une personne qui dit que je n'arrive pas à vous entendre. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Ah, j'ai eu peur. Ok, pas de problème. Super. Alors, c'est la 4e session. C'est la 4e session où on va lire le livre Le Palais des Solitudes, qui a été écrit par Soraya Isfandiari Bartiari, la 2e femme de Mama Reza Shah et la reine d'Iran. Voilà, j'espère que vous allez bien. Les 3 premières sessions de ce direct a été archivée sur notre chaîne YouTube. Pas Telegram, mais YouTube. Donc, si vous souhaitez commencer dès le début à lire ce livre et nous accompagner, il faut aller sur notre chaîne YouTube et regarder les 3 premières sessions. Mais je vais quand même lire les parties, seulement lire, pas expliquer, mais seulement lire rapidement les parties qu'on a lues lors des 3 premières sessions, ok? Donc, regardez le livre Le Palais des Solitudes à la page 7. En fait, on a fini la prologue lors de 3 sessions qu'on a eu déjà. On a terminé la prologue. Donc, je vais seulement lire la prologue pour vous, pour faire une petite révision de l'histoire. Et après, on va commencer le premier chapitre, ok? Prologue. À la fin du siècle dernier, 2 cousins à peu près du même âge régnaient sur le pays parthiar situé au centre de la Perse. L'un d'eux, Sardarsad, demanda à l'autre la main de sa fille âgée de 14 ans, lui-même était de précédent mariage, père d'enfants plus âgés que la jeune fille. Après l'avoir longuement étendue et traitée avec toute la dignité qui se doit, le cousin consentit à l'union, d'autant que pour lui rendre la politesse, Sardarsad lui avait obligeamment offert une de ses plus jeunes filles comme épouse. Sardarsad était le père de mon père, il possédait son armée personnelle de cavaliers et de serviteurs. Abandonnant la vie nomade, il fonda et fortifia plusieurs villages, creusa des puits, cultiva des terres. De nombreux parents, cousins, oncles et neveux suivirent son exemple et s'installèrent partout où ils trouvèrent de l'eau. Ils construisirent des maisons pour eux et pour leur suite, ainsi que les harems pour leurs femmes et concubines. C'est alors qu'ils commencèrent à pratiquer l'agriculture et bientôt les produits de leur culture inondèrent les marchés d'Ispahan. Bien que mon grand-père Sardarsad ne fût jamais allé en Europe, il aimait s'entourer du confort de l'Occident. Chaque année, il envoyait son homme de confiance et ses gens à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour acheter des étoffes
précieuses, des meubles, des verres de bohème, des plats d'or ou d'argent et autres articles de luxe. Le Caroune, descendu du Zagros, seul fleuve navigable du pays, traversait son domaine. Pour emprunter son cours ou pour le traverser, les bateliers et les passeurs devaient payer un droit de douane. Avec l'argent de ces recettes, mon grand-père construisit plusieurs ponts suspendus à une route qui fut à cette époque la seule voie de communication entre les eaux du golfe Persique et celle de l'océan Indien. Là encore, voyageurs et caravaniers versaient un péage à mon grand-père qui en contrepartie leur garantissait protection et sécurité. Mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient des hommes habiles et expérimentés. Ça, c'était la première session. Fini. La deuxième session. Lorsqu'en 1904, par une belle journée chère aux roses d'Ispahan, l'anglais George Reynolds, mandaté par le financier londonien William Knox Darcy, vint les trouver pour leur dire que depuis 3 ans, il cherchait en vain du pétrole en Perse. Mon grand-père lui prêta une oreille attentive. « Excellence, lui raconta Reynolds, avec la permission de Shah, nous avons tenté des forages sur la frontière nord-ouest du pays. Nous avons déjà englouti 170 000 livres dans ces travaux sans avoir mis au jour le moindre naft. » Assis en tailleur, mon grand-père l'écoutait gravement, se contentant de hocher de temps en temps la tête. « Ron, poursuivit l'anglais, le numéro de page maintenant, on relit les parties qu'on a lues les semaines dernières. Maintenant, on est à la page 8, au milieu de la page 8. Aujourd'hui, Ron, poursuivit l'anglais, nous avons besoin de votre assistance et de celle de Ron Bartiard pour tenter de prospecter des emplacements situés près de Mamata et de Masjid Suleiman, ce village sacré où se trouvait autrefois le temple de Salomon. Là, nous aurons peut-être plus de chance. Après un long temps, il conclut en ces termes. Nous aimerions faire surveiller par vos gens les champs de pétrole et naturellement, nous sommes prêts à vous payer un dédommagement convenable. Votre confiance nous honore, répondit mon grand-père. Une tâche aussi noble doit être accomplie dans un esprit fraternel. Nous voudrions être non pas vos serviteurs, mais vos partenaires. Il passa ses longs doigts dans sa barbe blanche et ajouta après une pause. Nous demandons une participation de 10% au bénéfice. 10%, s'écria George Reynolds, épouvanté, nous ferions faillite avant même d'avoir commencé. Sardar Assad le regarda avec étonnement et lui dit d'un ton infiniment courtois, « Dans ce cas-là, il vaut mieux que vous renonciez à vos projets, mais naturellement, vous serez toujours le bienvenu chez nous, monsieur Reynolds. » Mon grand-père estimait qu'avec le temps, ses prétentions finiraient par être acceptées. Hélas, il mourut dans l'année, ainsi que mon arrière-grand-père, avant que les négociations ne puissent être poursuivies. Subitement, la situation changea. Comme la fortune des deux hommes devait être partagée entre d'innombrables héritiers. Mon père, à lui tout seul, avait déjà 7 frères. Aucun Bartiari ne se trouva spécialement riche, d'autant qu'il préparait contre le gouvernement central une révolte pour laquelle ils avaient besoin d'argent afin d'acheter armes et munitions. Peu de temps après, les Bartiari s'allièrent avec d'autres tribus et contraignirent le Shah Muzaffar ad-Din à établir un régime parlementaire. Quand son successeur Muhammad Ali tenta 2 ans plus tard de revenir sur cette décision, ils le chassèrent, firent roi son fils Ahmed, âgé de 10 ans, et nominèrent un régent. C'est ainsi que les Bartiari devinrent encore plus influents en Perse. Ça, c'était la deuxième session jusqu'à maintenant. Et là, on a commencé la semaine dernière la 3e session. Forte de sa nouvelle puissance, ma famille essaya d'obtenir une participation plus avantageuse dans la société pétrolière. Ce fut peine perdue. Comme les Anglais ne voulaient pas démordre de leur satané 3%, un de mes oncles dit au consul général John Price, dans ces conditions, le pétrole brut vous sera livré 97 jours et nous le garderons pour nous les 3 autres jours. Les Anglais se refusèrent alors à poursuivre la négociation jusqu'à ce que cet oncle fût remplacé par un de ses cousins et l'on en resta
aux 3%. Rien ne changea non plus quand la société fut prise en charge en avril de 1909 par la nouvelle compagnie l'Anglo-Persian Oil Co. C'est ainsi que de nombreux Bakhtiari devinrent si anglophobes que durant la Première Guerre mondiale, ils se mirent du côté des Allemands, et c'est ainsi que fut semé le germe de discorde qui devait influer plus tard de façon décisive sur la carrière de mon père et le conduire en Allemagne où il rencontra ma mère. Mon père était encore un adolescent à cette époque, mais plusieurs de ses oncles participèrent à une révolte contre les Anglais, l'Iran allait payer cher, etc. L'Anglo-Persian Oil se refusa à régler ces 3% tout le temps que durèrent les hostilités et exigea de plus un dédommagement de 500 000 livres. Les négociations se poursuivirent plusieurs années durant et à la fin de 1920 fut signé un accord au terme duquel l'Anglo-Persian Oil Co. renonçait aux réparations mais ne donnait qu'1 million de livres pour les années de guerre, une misère. Ce furent des années maigres pour les Bakhtiari et mon père fut particulièrement lésé. À sa majorité, il devait constater que la plus grande partie de son héritage avait été dilapidée par son tuteur, un oncle d'âge avancé. Il ne lui restait quelques terres et ses modestes dividendes de pétrole, c'était juste suffisant pour payer ses études dans un pays où le change était favorable. C'est ainsi enfin que Khalil Esfandiari Bakhtiari arriva à Berlin en automne 1924, un Berlin où le Kurfürstendamm semblait être le centre du monde, où les fêtes succédaient aux fêtes et où, à quelques rues de là, vivait celle qui allait devenir sa femme et ma mère. Ça, c'est où on a terminé la 3e session la semaine dernière, le dimanche dernier. Mais maintenant, je vous invite, messieurs, dames, à regarder votre livre à la page 12. On va commencer le premier chapitre de ce livre. On va parler de l'enfance de Soraya, bien sûr. Est-ce que vous avez... Oui, j'ai un petit, je dirais un abcès sur mon nez. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce que vous avez besoin d'un résumé? Est-ce que vous avez bien compris ce qui se passe jusqu'à maintenant? Parce que là, je vais commencer la nouvelle partie pour ce soir. Non, merci. Où est le livre? Le livre est dans ma poche, le livre est ici. Je ne sais pas comment dire, la version PDF, c'est sur notre chaîne Telegram. Donc si vous souhaitez regarder ce direct avec nous et lire ce livre avec nous, vous devez aller sur notre chaîne Telegram, télécharger la version PDF, soit utiliser la version PDF, soit l'imprimer. Oui. Donc jusqu'à maintenant, elle a expliqué ce qui s'est passé, ce qui a conduit son père en Allemagne. Pourquoi est-ce que son père, Khalil, est parti en Allemagne pour continuer ses études? Pourquoi l'Allemagne? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et pourquoi les Bakhtiari détestaient les Anglais, étaient anglophobes? Et donc, jusqu'à maintenant, il a dit que mon père, il est parti en Allemagne pour continuer ses études. Et là, à quelques rues du quartier Kurfürstendamm, il a rencontré une femme allemande qui allait devenir la mère de Soraya. C'est ça les informations brèves que nous avons jusqu'à maintenant. Mais, à la page 12, chapitre 1. Son père était médecin, on n'a aucune idée, on va voir. On sait qu'il a continué ses études en Allemagne, à Berlin, mais je ne sais pas exactement ce qu'il a étudié. Mais voyons ensemble, on va savoir, en fait. On va se rendre compte de sa profession. Chapitre 1.
Je vais lire plusieurs fois, vous allez faire attention. Vous allez regarder le texte et vous allez faire attention à des prononciations. Pourquoi une rose sent-elle la rose? Un jardin, le jardin. Quand on est toute petite, on ne réfléchit pas. La vie nous est donnée et respirer est chose naturelle. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, que les souvenirs se forgent. Odorants, colorés, amplifiés par toute une nostalgie. Nostalgie au besoin de faire revivre les choses, je ne saurais le dire. Je vais relire ce paragraphe. Pourquoi une rose sent-elle la rose? Pourquoi un jardin le jardin? Quand on est toute petite, on ne réfléchit pas. La vie nous est donnée et respirer est chose naturelle. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, que les souvenirs se forgent, odorants, colorés, amplifiés par toute une nostalgie. Nostalgie au besoin de faire revivre les choses, je ne saurais le dire. Ok. Alors, jusqu'ici, on va voir. Pourquoi on ressent le rose? Pourquoi un jardin, le jardin? Quand on est toute petite, on ne réfléchit pas. Quand on est toute petite, quand on a 5 ans, quand on a 6 ans, quand on a 7 ans, on ne se pose pas trop de questions. On ne se pose pas la question, par exemple, pourquoi une rose sent-elle rose? Pourquoi un jardin sent-il le jardin? On s'en fout quand on est toute petite. La vie nous est donnée quand on est petit. Et respirer est chose naturelle. On est en train de respirer. C'est chose naturelle. C'est comme ça qu'on vit. On n'a pas de choix. Donc voilà. Mais bon, ce n'est que plus tard, bien plus tard, que les souvenirs se forgent. Donc quand on est petit, les choses se poursuivent. Il n'y a pas beaucoup de questions à poser. Mais c'est plus tard, bien plus tard, que les souvenirs se forgent. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple de moi-même, pas de Soraya, mais de moi-même. Moi, je suis né en 1984, mais le premier souvenir que j'ai de ma vie, de toute ma vie, est de l'âge de 7 ans. Ça veut dire, je suis né en 1994, mais ma mémoire est née en 201. Donc 7 ans après, je suis né en 1994, mais 7 ans après, ma mémoire est née. Je n'ai aucun souvenir de 5 ans, de 4 ans, de l'âge de 2 ans, de l'âge de 3 ans, de l'âge de 5 ans. Je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas de souvenir. Donc c'est pour ça qu'elle dit comme ça. La vie nous est donnée à respirer choses naturelles, c'est plus tard que les souvenirs se forgent. Ok? Alors, les souvenirs qui sont odorants, colorés, amplifiés par toute une nostalgie. Nostalgie au besoin de faire revivre les choses, je ne saurais le dire. Je ne suis pas une bonne personne à répondre à cette question. Je ne saurais le dire, ça veut dire ça. Je n'ai pas la bonne réponse à cette question. Donc, je ne sais pas si c'est nostalgie ou c'est un besoin de faire revivre les choses. Aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Je ne saurais le dire. Je ne suis pas la bonne personne à répondre à cette question. Ça, c'était la définition, l'explication du premier paragraphe. Mais voyons la suite. Il y a des parfums frais comme des chairs d'enfants. Mes yeux se sont ouverts en juin, à l'orée de l'été, c'était à Ispahan, au corps même de la Perse, de mon pays, l'Iran. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants. Mes yeux se sont ouverts en juin, à l'orée de l'été, c'était à Ispahan, au cœur même de la Perse, de mon pays, l'Iran. Ok? Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants. Ça veut dire que
le corps. Ici, des chairs d'enfant, ça veut dire le corps d'enfant. Le corps d'enfant sont bien, sont bons, comme des parfums frais. Est-ce que vous avez déjà essayé de sentir... Désolé. Est-ce que vous avez déjà essayé de sentir la peau des enfants? Sentir la peau des enfants, c'est comme un parfum frais. Ça sent très très bon. C'est comme un parfum frais. Des chairs d'enfants. Donc la première phrase nous dit que les chairs d'enfants, les corps d'enfants, sentent bon comme des parfums frais. Mes yeux se sont ouverts en juin. C'est une belle phrase. Mes yeux se sont ouverts en juin à l'orée de l'été. Ça veut dire que je suis né au mois de juin, exactement au temps de l'été. Cette phrase veut dire ça. Mes yeux se sont ouverts en juin à l'orée de l'été, ça veut dire exactement au temps d'été, je suis né au mois de juin. Juin, ça peut être Khordad et Tir, je pense, dans notre calendrier. C'était à Ispahan, au cœur même de la Perse, de mon pays en Iran. Donc, Soraya est née à Ispahan. C'est la première information importante que nous avons maintenant sur Soraya. Elle est née à Ispahan. Elle est née à Ispahan en été, en juin, au mois de juin. یه خردادی درو بوده، درو که نمیگم به خردادی، چی میگه؟ یه خردادی شخصیت مرزی بوده یا یه تیری مغرور بوده، یه تیری مدیر بوده. J'en ai aucune idée, mais elle était née en juin, en été, à Ispahan. Ce sont les informations importantes dont nous allons avoir besoin après. Mais bon. Mais ce n'est qu'à 5 ans que ma mémoire naît. Mais ce n'est qu'à 5 ans que ma mémoire naît. Ça veut dire que les 5 premiers ans de sa vie... نه درو رو چیزم نچرخید. درو نمیگن شخصیت مرزی. Je suis désolé. Ce n'est qu'à 5 ans que ma mémoire naît. Ça veut dire que les premiers souvenirs qu'elle a, c'est de l'âge de 5 ans. Elle n'a aucun souvenir. Par exemple, moi, c'était à l'âge de 7 ans, mais pour Soraya, c'était à l'âge de 5 ans. Donc, les premiers souvenirs qu'elle a, c'est de l'âge de 5 ans. Les premiers 5 ans de sa vie, aucun souvenir. Ok? Elle naît, voilà. Ma mémoire naît. Ma mémoire naît où? Elle naît sur une maison blanche, très grande, très ancienne, avec de grandes baies coupées de colonnades. Elle avait appartenu, je crois, à un souverain Qajar. Tout autour s'étendait un jardin avec des roses, du jasmin, des pavots aux pétales fragiles, et plus loin, des arbres de toutes sortes, des cyprès, des amandiers, des cerisiers et autres arbres fruitiers. Tout au fond du verger se tenait un pavillon aux murs garnis de lierre, ma toute première école. Donc, maintenant, l'auteur, Soraya, elle souhaite vous donner une première image de sa mémoire. Ok? Je voudrais que vous compreniez. Ici, je suis désolé. Nous sommes à quelle page? Nous sommes à la page 12. Ici, Soraya a envie de vous donner une première image de sa mémoire, de sa tête. C'est la première image qu'elle a de son enfance. Elle est née sur une maison blanche, très grande, très ancienne.
avec de grandes baies coupées de colonnades. Alors, cette maison appartenait à qui? Elle avait appartenu, je crois, à un souverain Qajar. Il y avait un souverain Qajar que cette maison appartenait, à qui cette maison appartenait, mais bon, qui était Qajar, Qajar. Mais tout autour de cette grande maison, il y avait du rose, des roses, du jasmin, des pavots aux pétales fragiles. Donc, vous voyez la description d'image. Et plus loin, des arbres de toutes sortes, des cyprès, des amandiers, ce sont les sortes d'arbres, des cerisiers et autres arbres fruitiers. Tout au fond du verger se tenait un pavillon en mur garni de lyres. پشت این تحت این حیاته یه پاویونی بوده، یه ساختمانی بوده. این ساختمان ها یه کلاه فرنگی میگفتن پاویون، که ازش یه گیاهی آویزون بوده. یعنی انقدر این گیاه ها عمرشون بالا بوده که روی دیوارها، من برای اینکه بتونید خوب تصور کنید دارم به فارسی میگم، پس کلی گل رز و اینا دور تا دورش بوده. ته حیاتش هم یه ساختمانی بوده، ساختمان کلاه فرنگی بوده که این گیاه ها ازش آویزون بودن انقدر که سنشون بالا بود. حالا این ساختمان چی بوده؟ Ma toute première école. Ma toute première école. Donc ce pavillon allait devenir sa première école, la première école de Soraya. Ok. Guten Tag Karl, Guten Tag Elga, Guten Tag Soraya. Donc Guten Tag, je pense que ça veut dire bonjour en allemand. Dans la langue allemande, Guten Tag, ça veut dire bonjour, si je ne me trompe pas. Alors, il y a une femme qui s'appelle Madame Elimantel. Tous les matins, il dit Guten Tag Karl, bonjour Elga, bonjour Soraya. Chaque matin, Madame Elimantel recevait ses élèves tout au bout de l'allée. Il y avait une allée que Madame Elimantel recevait ses élèves tout au bout de cette allée. Ok. C'était une femme ronde et toujours souriante qui savait caresser la tête des enfants et leur faire confiance. Donc, maintenant, Soraya a envie de nous donner une première image de Madame Mantel, qui va avoir un rôle important par la suite. C'est une femme ronde, donc elle est ronde, et toujours souriante. Aller, ça veut dire coucher. Une femme ronde et toujours souriante qui savait caresser la tête. Caresser, ça veut dire quoi? Caresser la tête des enfants. Caresser la tête des enfants. Elle savait bien caresser la tête des enfants et leur faire confiance. Ça veut dire qu'elle s'entendait bien avec les enfants. Elle avait de bonnes relations avec les enfants. Donc, elle a une image positive de Madame Mantel dans le premier souvenir qu'il a dans sa mémoire. Ellie était originaire de Rhénanie. Rhénanie, c'est une zone en Allemagne où se trouve la ville qui s'appelle Mainz. Je ne sais pas si... Moi, je ne connais pas très la géographie allemande, mais Rhénanie, c'est une zone où la capitale est Mainz. Mainz, c'est une ville connue en Allemagne. Donc, cette femme qui était allemande, elle était originaire de Rhénanie et dispensait ses cours aux enfants des techniciens allemands que l'Iran avait appelés pour moderniser plusieurs de ses usines. Donc, il y avait des expats allemands qui étaient venus en Iran pour moderniser plusieurs usines. Alors, élémentaire, c'était qui? Elle dispensait les cours aux enfants de techniciens allemands, de ces expats. J'espère que j'ai bien expliqué. Imaginez, on a appelé les Allemands, les techniciens allemands, à venir en Iran, à apporter leur science ici en Iran pour moderniser les usines
iranienne. Et Madame, comment s'appelait? Madame Elimontel, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle donnait cours aux enfants de ces techniciens allemands, de ces expats. Okay? Elle était en charge de donner cours aux enfants des techniciens allemands. Ma mère, qui avait dû quitter Berlin pour suivre mon père à Ispahan, m'avait confié à Madame Montel. یه مادر آلمانی داره سوریا که به خاطر اینکه باباشو همراهی بکنه، دنبال بکنه، مجبور شده که برلین رو ترک بکنه. و این وسط توی اصفهان هم منو داده بوده دست این خانم مونتل، امانتی دست خانم مونتل بوده. Ma mère qui avait dû quitter Berlin pour suivre mon père à Ispahan, exactement, oui. Elle prenait soin des enfants des expats allemands qui travaillaient à moderniser les usines iraniennes, exactement. Ma mère qui avait dû quitter Berlin pour suivre mon père à Ispahan m'avait confié à Madame Montel. Donc Madame Montel était un peu ma nourrice, on dirait. Elle voulait que j'apprenne l'allemand. Ma mère, ici elle, ça veut dire ma mère. Elle voulait que j'apprenne l'allemand, ça veut dire la langue allemande. Cette langue qui était la sienne et lui rappelait son enfance là-bas. Cette langue qui était la sienne, ça veut dire la langue maternelle de sa mère, était la langue allemande. Bien qu'il se parle en français, sa mère était allemande. Et elle vivait à Berlin, mais elle a dû quitter Berlin pour suivre le père de Soraya à Isfahan. Et donc, ma mère m'a confié à Madame Montel. Elle voulait que j'apprenne l'allemand. Pourquoi elle voulait que j'apprenne l'allemand? Parce que cette langue était la sienne. Elle lui rappelait son enfance là. Pourquoi là-bas? Ma mère disait toujours là-bas, lorsque le Heimweh, le mal du pays, la tourmentait et lui faisait les yeux infiniment tristes. Ma mère, qui avait dû quitter Berlin pour suivre mon père à Ispahan, m'avait confié à Madame Montel. Elle voulait que j'apprenne l'allemand, cette langue qui était la sienne, et lui rappelait son enfance là-bas. Ma mère disait toujours là-bas, lorsque le Heimweh, ça veut dire quoi? Le mal du pays. La tourmentait et lui faisait les yeux infiniment tristes. Montag, Dienstag, Mittwoch, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de la prononciation de ces mots allemands. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, bitte willkommen, Soraya. C'est en fait la voix de Elimontel qui est en train de enseigner la langue allemande à Soraya. Ok? Là-bas. اینجا هم باز دوباره برای اینکه ایمیج درستی بهتون بدم به فارسی توضیح میدم. مادرش اصرار داشته که سوریا آلمانی یاد بگیره. چرا؟ چون این زبان مادریش بوده و اونو به یاد بچگیش مینداخته. هر موقع می‌خواسته راجع به بچگی صحبت کنه میگفته لبا، آنجا. چرا میگفته آنجا؟ هر موقع که حالا لغت آلمانیشو به کار میبره، لو هموه، که هموه میشه چی؟ لو مل دو پی، غم غربت، غم دوری از کشور. هر موقع این غم هموه میرسیده اونو ناراحت میکرده و چشماشو غمگین میکرده، اندوهو میتونسته تو چشم مادرش ببینه، به این دوران بچگی که تو آلمان گذرونده مادرش لبا خطاب میکنه، آنجا منظور دورانی که در آلمان بوده مادرش. Donc voilà, jusqu'ici ce qu'on a appris. Soraya, elle est née à Ispahan en été, au mois de juin. Elle n'a aucun souvenir de ses premiers 5 ans de la vie. Tourmentée, ça veut dire tourmentée. La tristesse me tourmente. دور من فرا میگیره، این غم دوری کشور دور من فرا میگیره. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc, à 5 ans, c'est sa mémoire qui est née. Elle est née dans une grande
maison blanche qui appartenait à un souverain Qajar, où il y avait sa première école où elle apprenait la langue allemande avec l'aide de Elie Mantel, à qui elle a été confiée par sa mère, qui avait dû quitter Berlin pour suivre le père de Soraya à Ispahan, et qui était triste quand elle parlait de son enfance à Berlin. C'est pourquoi elle insistait que sa fille, apprenne cette langue, parce que c'était sa langue maternelle. C'est jusqu'ici que je vais continuer ce soir. On a terminé exactement une page, la page 12. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? On a commencé le premier chapitre et on a fini une page de la première chapitre. j'attends vos questions. پس ببینید یه رزومه کلی بخوام بدم. توی پرولوگ که ما یاد گرفتیم چی شد که اصلا این بابایی میره آلمان، رو چه حساب با انگلیسی ها به مشکل برمیخورن. سین یعنی c'était sa langue, c'est un pronom possessif. غم غربت le mal du pays. le mal du pays میشه غم دوری از کشور، غم غربت le mal du pays. توی پرولوگ یاد گرفتیم که چی میشه که پدرش به عنوان یه بختیاری با انگلیسی ها به مشکل برمیخوره، تو جنگ جهانی اول میره سمت آلمانا و بعدش هم بعد از اینکه مال و منالشو بالا میکشن بعد از مرگ پدر بزرگش میره آلمان که تحصیلاتش رو ادامه بده. توی آلمان با مادر ثریا آشنا میشه. این میشه پرولوگ. توی اولین صفحه از اولین شاپیتر ما میفهمیم که از 5 سال اول زندگیش خاطر خاصی نداره. خودش در ایران توی اصفهان در ماه ژوئن به دنیا میاد، اما حافظش در 5 سالگی به وجود میاد. اولین خاطره‌ای که داره اینه که در یک خونه سفید بزرگ پر از درخت و گل و فلان که به یک سوورن قاجار برمیگشته مالکیت این خونه. اونجا اولین مدرسه‌شو داشته با یک خانومی به اسم الی مانتل که آلمانی بوده، اهل کجا بوده؟ اهل منطقه رننی بوده در آلمان. یه خانومی مهربونی بوده، همیشه نوازش میکرده بچه‌ها رو، نسبتاً هم چاق بوده و این خانم در واقع مسئولیت اینو داشته که به بچه‌های اکسپات‌های آلمانی که اومده بودن توی ایران کارخونه ها رو مدرنیزه بکنن درس بده. و مادر ثریا که خانم آلمانی بوده که برلین رو ترک کرده بوده که با پدرش بیاد اصفهان، گذاشته بوده ثریا رو پیش خانم مانتل که زبان آلمانی رو بهش یاد بده. برای مادرش مهم بوده که این زبان آلمانی رو بچه‌ش یاد بگیره، چون که اولا زبان مادرش بوده و اینکه هر موقع راجع به بچگیش که در آلمان بوده صحبت میکرده یه غمی چشمشو میگرفته، یه غمی صورتشو میگرفته و به بچگیش که در آلمان گذرونده با اصطلاح لبا اشاره میکرده. خطا. C'est le résumé en persan. J'espère que ce direct vous a été utile. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On se retrouve le dimanche prochain avec la page 13. Ok? J'imagine que vous n'avez plus de questions. Ça va? C'est fini? Pas de questions? Merci à vous. Salut!